Bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Tout de suite, les grands titres. Le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, estime que l'usage de la technologie dans l'octroi des services est un facteur clé dans la lutte contre la corruption. La Journée internationale de la liberté de la presse est célébrée au moment où de nombreux journalistes sont fiers de la façon dont les nouvelles technologies leur ont permis de fournir plus facilement et plus rapidement des informations à ceux qui en ont besoin. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, estime que l'usage de la technologie dans l'octroi des services est un facteur clé dans la lutte contre la corruption. Le Premier ministre a fait cette indication ce mardi à Kigali à l'ouverture d'une conférence des agences de lutte contre la corruption dans les pays africains membres du Commonwealth. Jean-Damascène Manichini nous fait le point. Pendant 4 jours, les responsables des agences de lutte contre la corruption dans 18 pays africains membres du Commonwealth sont réunis à Kigali pour tabler sur les stratégies efficaces de lutte contre la corruption en Afrique. Le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, a rappelé que le combat contre la corruption est indispensable vu les conséquences négatives qu'elle exerce sur la vie des sociétés. Several reports have indicated that global corruption is now costing around Plusieurs rapports ont montré que globalement, la corruption coûte environ $1 trilliard américains chaque année. Et cela a un impact sur la vie de nos peuples. Ce coût est très élevé et continue d'affaiblir la résilience de nos communautés. La corruption détruit l'économie et handicape les investissements. Les investisseurs qui méritent et exigent un environnement sain des affaires éviteront de s'implanter dans des pays à taux de corruption élevé. Through strengthened cooperation and effective accountability mechanisms. La secrétaire générale du Commonwealth, Mme Patricia Scotland, a également montré que la corruption compromet énormément le développement de l'Afrique, car chaque année, le continent perd plus de $50 milliards américains suite à la corruption et à la mauvaise gestion. Patricia Scotland a mis un accent sur la coopération entre les États pour réussir ce combat contre la corruption. Pour réussir le combat contre la corruption, il nous faut une approche globale du Commonwealth. Et ça sera possible en travaillant ensemble, en apprenant les uns des autres et en se fixant des projections élevées. Cette ambition est essentielle et figurera sur l'agenda du sommet des chefs d'État du Commonwealth prévu ici à Kigali le mois prochain. Alors il convient et il est grand temps de nous retrouver dans cette conférence et combattre la corruption pour asseoir la bonne gouvernance et le développement durable en Afrique. François Anouka, vice-président de la Commission nationale anticorruption au Cameroun, s'est quant à lui déclaré confiant que l'Afrique pourra surmonter ce défi avec des rassemblements comme celui de Kigali. C'est une grosse question. Que faut-il faire? Vous voyez, la corruption fait perdre beaucoup d'argent à l'Afrique et dans le monde. Et nos pays, notamment ceux qui sont membres du Commonwealth africain, ont élaboré depuis 2011 cette conférence des chefs d'agence de lutte contre la corruption. Il s'agit, n'est-ce pas, dans ce cadre, d'élaborer des stratégies pour lutter contre la corruption, d'une part par des mécanismes de prévention, c'est-à-dire comment faire en sorte que les actes de corruption ne soient pas commis, mais également dans la perspective de la répression, en ce sens que les actes de corruption qui ont été commis par des gens, qu'on puisse, n'est-ce pas, dénoncer suffisamment aux agences de lutte contre la corruption qui rassemblent les preuves, n'est-ce pas, et saisissent les juridictions compétentes pour la répression de ceux qui ont commis ces actes-là. C'est la première fois qu'une telle conférence se tient au Rwanda et s'organise seulement à quelques jours du sommet des chefs d'État et de gouvernement de juin prochain. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Des experts dans le fonctionnement des médias indiquent que la technologie a tout changé de telle manière que la diffusion des informations se fait rapidement, mais à part contre favoriser
un travail non professionnel de propagation d'informations sans vérification, diffamatoires et autres faits qui entravent la sérénité des professionnels des médias. Indication faite à l'occasion de la Journée internationale de la liberté d'expression. En 2020, les Nations unies ont appelé ses États membres à s'abstenir d'interférer dans le fonctionnement des médias et 57 lois ont été promulguées par 44 pays pour défendre la liberté de la presse. La Journée internationale de la liberté de la presse est célébrée au moment où de nombreux journalistes sont fiers de la façon dont les nouvelles technologies leur ont permis de fournir plus facilement et plus rapidement des informations à ceux qui en ont besoin, malgré l'utilisation abusive de sites de médias sociaux tels que Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram et autres. Nous avons accueilli tout à l'heure comme invité Jean-Bosco Lushin-Ngabigui, chef du département en charge de la coordination, du suivi et de l'évaluation des médias au sein de l'Agence publique de gouvernance RGB pour s'exprimer à ce sujet. La liberté de la presse a des facteurs qui montrent qu'il y a vraiment la liberté. Et entre autres choses, et plus important, c'est qu'il faut des lois qui permettent la liberté. Il faut le professionnalisme de la presse, parce que quand on parle liberté, ça rime avec les faits, le professionnalisme. Mais aussi, il y a un autre facteur qui montre qu'il y a de la liberté, c'est quand les gens s'expriment librement sur différents sujets, y compris des sujets sensibles. Donc, si on commence par le premier facteur, je crois que le gouvernement du Rwanda est très explicite là-dessus. Il favorise la liberté et si on regarde par rapport aux lois, à partir de la loi suprême, la Constitution, elle garantit la liberté. On a la loi sur la presse, on a la loi sur l'accès à l'information. Donc, il y a aussi les pratiques, parce que de plus en plus, vous savez qu'il y avait un certain moment pour avoir quelqu'un pour une interview, pour un programme, c'était très difficile. Mais maintenant, ça évolue. Ça évolue, il y a les agents de l'État, les citoyens, les académiciens. De plus en plus de gens répondent présents quand les médias les invitent. D'abord, je vais apporter une petite précision. Les nouvelles technologies sont vraiment bonnes, voilà, même pour la presse. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment on utilise ces outils-là. Parce que, comme vous disiez, ils offrent la possibilité d'avoir plus d'informations. Là, je parle dans le positif. Ça donne beaucoup plus de possibilités de diffuser, la diffusion également à moindre coût. À moindre coût et voilà, et sans perdre la qualité. Maintenant, le problème, c'est le contenu. C'est là où le professionnalisme reste la pierre angulaire de la façon de gérer les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Parce que ce soit dans une télé, sur un plateau comme ça, ou que ce soit sur un canal YouTube, c'est le contenu qui compte. Donc, on a une opportunité avec les nouvelles technologies, mais il y a aussi un risque. Et là où on veut approcher, c'est avec, par exemple, la sensibilisation des gens, c'est sur la gestion de ce nouvel outil. Toujours faire tout ce qu'on peut pour rester professionnel. Je dirais qu'il y a comme un complexe de nous, Africains, comme quoi on n'est pas capable de faire aussi bien que les autres. Et pourtant, on a des intellectuels, et pourtant, on a de très bons journalistes, et pourtant, on a l'information est ici, en Afrique. Donc, je dirais il faut que les praticiens de médias restent et font tout pour rester professionnels. Et de deux, il faut que les Africains soient décomplexés, soient décomplexés. Parce que c'est nous qui sommes tout près de l'information. Pourquoi aller attendre que quelqu'un d'un média en Europe ou aux États-Unis vous dise quelque chose qui s'est passé à Nyabimata, alors que vous êtes ici? Donc, c'est les deux choses, à mon avis. C'était donc l'invité du journal de cet après-midi, Jean-Bosco Lushin-Ngabigui, il est chef du département en charge du suivi et de l'évaluation des médias dans l'Agence publique de gouvernance RGB. Le ministère de la Santé indique que
Des mesures sont en cours pour soigner environ 3000 patients qui viennent de passer longtemps avec des transferts sans avoir trouvé de médecin. Pour surmonter ce défi, les hôpitaux universitaires de Butare et de Kigali ainsi que l'hôpital militaire du Rwanda sont en consultation avec l'hôpital Roi Faisal pour établir une coopération qui permettra de soigner sans délai tous ces patients. Le point avec Jean Damascène Manishim. Le centre hospitalier universitaire de Kigali, c'est l'un des hôpitaux qui accueille de nombreux patients venus de coins divers du pays. Il se trouve parfois que ces malades attendent longtemps avant d'être soignés. Le médecin directeur du centre hospitalier universitaire de Kigali indique que la fixation des rendez-vous suit certains critères. Nous mettons les patients en différentes catégories suivant la gravité de leur maladie. Tu ne peux pas dire à un patient qui souffre d'un abcès dans la vessie, par exemple, d'attendre une opération dans 2 mois. Une telle opération doit se faire sans délai. Le responsable des opérations médicales à l'hôpital Roi Faisal à Kigali indique que tout a été fait pour bien accueillir et traiter les patients transférés à cet hôpital. Nous avons le matériel nécessaire. Les médecins sont en place et nous sommes prêts à l'exécution de notre programme. Nous avons tout mis en œuvre pour nous assurer que le cas de tout patient qui devra subir une opération soit bien connu. Et cela pour éviter que la maladie ne nuise pas à sa santé ou que l'opération elle-même n'ait pas de conséquences fâcheuses sur sa santé. D'ici la semaine prochaine, nous échangerons des informations avec ces hôpitaux sur les patients qui doivent être transférés ici chez nous. Le programme débutera dans moins de 2 semaines. Le ministère de la Santé explique par ailleurs que le gouvernement du Rwanda intensifie les efforts d'accroître le nombre de médecins afin de répondre aux besoins du moment en matière sanitaire. Le ministère assure également que cette collaboration des hôpitaux universitaires avec l'hôpital Roi Faisal, qui occasionnera le transfert de nombreux patients, ne relèvera pas le coût des soins médicaux. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Je suis David Carmel Ingabile. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.